Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde des journées de l'économie autrement. Ah, on a un micro qui grésille, ça a l'air d'aller. Donc pendant l'heure qui vient, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'on peut mettre une entreprise au service de l'intérêt général et comment y parvenir, par quel mécanisme? Donc, on a le modèle coopératif et l'économie sociale et solidaire qui apportent une série de réponses à ces questions depuis maintenant longtemps. Mais on a eu plus récemment des évolutions législatives avec la loi Pacte qui a été votée en 2019 et qui a apporté de nouveaux dispositifs à ces questions-là. On a eu notamment la raison d'être, c'est-à-dire que l'entreprise écrit le rôle qu'elle entend jouer dans la société au-delà de sa seule activité économique. Et la loi Pacte a également créé le statut de société à mission, c'est-à-dire que les sociétés peuvent se doter statutairement d'une finalité d'ordre social et environnemental. C'est cependant des évolutions qui restent facultatives et au bon vouloir des entreprises qui le souhaitent. Donc on va échanger là-dessus et éventuellement critiquer tous ces différents dispositifs. Alors, il y a un micro qui grésille. Est-ce que si je suis le seul à l'entendre, mais ah voilà, c'était sûrement Dominique Maillet, voilà. Donc pour commencer, on va commencer par un tour de table avec nos 5 différents intervenants et on va commencer par vous, Laurence Ruffin. Donc vous êtes vice-présidente de l'Union régionale des SCOP Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, je vais vous laisser la parole pour 4-5 minutes pour nous présenter un peu comment répondre à cette question, comment mettre une entreprise au service de l'intérêt général et comment les coopératives et l'ESS y répondent depuis longtemps. Est-ce que Dominique Maillet, vous pouvez fermer votre micro? Alors, est-ce que ça fait du bruit? Ça vous arrive? Ah. Parfait, voilà. Je vous laisse la parole, Laurent. Ok. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie d'échanger sur ce thème qui me semble essentiel, la question de la conciliation entre l'entreprise et l'intérêt général. Si on regarde finalement l'ambition de l'économie sociale à travers ces différentes structures que sont les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations, en fait, ce qui a toujours poursuivi l'économie sociale et solidaire, c'est justement de concilier des objectifs économiques, des objectifs de performance économique et des objectifs que je qualifierais d'engagement sociétal, d'utilité sociale, de démocratie, d'attention aux personnes, de placer les personnes au centre de l'entreprise, finalement d'intérêt général. Donc je dirais que l'ambition même de l'économie sociale et solidaire, c'est de concilier ces deux notions. Si on a un focus plus particulier sur, puisque votre question c'est aussi comment on concilie les deux, sur l'entreprise coopérative, pour moi il y a 3 piliers fondamentaux qui permettent à l'entreprise coopérative, société coopérative, SCOP ou SIC, de concilier la notion d'entreprise et d'intérêt général. Ces 3 volets sont d'abord la question de la gouvernance démocratique, c'est-à-dire que les parties prenantes ou les salariés sont au cœur des prises de décision dans la structure. Ils sont majoritaires et on vote selon un associé égale une voix. C'est cette idée en fait que dans sa structure, on est citoyen, on prend part aux décisions un peu comme on le serait dans la cité pour élire son maire, etc. On a cette même notion d'être partie prenante de l'entreprise dans laquelle on est. Donc ça, c'est pour moi le premier grand volet, la question de la gouvernance démocratique. Le deuxième volet est plutôt autour de la question de la répartition de la richesse et de l'attention à se dire, voilà, à partir du moment où on a une prise de décision qui est collective, pour qu'il y ait une cohérence complète du modèle, il faut que la répartition de la richesse soit équitablement partagée entre alors si je prends l'exemple de la SCOP, les salariés qui ont contribué à la création de cette richesse, en moyenne, on est à peu près à 40% dans les SCOP, entre l'entreprise en tant que telle, ce qu'on appelle les réserves qui permettent à l'entreprise d'investir, de se pérenniser, en moyenne 40% aussi dans les SCOP, et tout ce qui revient aux associés, en moyenne 20%, mais qui montre là aussi qu'on a une attention à la bonne répartition de la richesse. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est sur cette question de finalité finalement d'entreprise. Si je reprends les questions de réserve, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les réserves sont impartageables. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas aux associés, c'est un bien commun qui permet à la structure d'investir. Nous, en l'occurrence, je suis par ailleurs dirigeante d'une SCOP, Alma, ça nous permet d'investir en R&D, d'avoir des projets moyen long terme. On ne peut pas être vendu, on ne peut pas être délocalisé. Donc, c'est cette idée que l'entreprise
et à une partie qui est de l'ordre du bien commun et qui permet d'être sur une idée de moyen long terme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'attention à cette notion d'intérêt général et d'entreprise. Je reprends OpinionWay a fait récemment une enquête qui montre que 91% des interviewés considèrent que l'entreprise ne peut pas juste poursuivre des intérêts économiques. Elle doit s'intéresser plus largement à d'autres notions d'engagement de la société. Donc, je crois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus partagé. Je suis heureuse quelque part de voir que l'économie sociale influence les réflexions économiques. On voit aujourd'hui que la loi Pacte, sur laquelle je pense qu'on parlera ensuite, s'interroge sur la question de l'entreprise et de ce qu'elle doit porter. L'attention qu'on doit avoir aussi, c'est de se dire, derrière ces intentions, comment on les traduit concrètement en actes et comment on ne s'arrête pas à une question d'image et de communication. Voilà. Je savais que j'ai 4-5 minutes, donc je ne vais pas être plus longue en introduction. C'est parfait. Merci Laurence. Et je passe la parole ensuite à Dominique Mahé. Donc vous êtes présidente de la Maïf. Je ne pense pas qu'il soit besoin de présenter la Maïf et je vous laisserai quand même revenir un peu sur son histoire, sur son fonctionnement et sur comment la Maïf répond à ces questions-là. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde d'abord. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je voudrais d'abord reprendre les principes que Laurence a énoncés tout à l'heure. La Maïf mutuelle d'assurance, donc au cœur du monde de l'univers de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que nous appliquons depuis que la Maïf existe, précisément en 1934, ces principes de société de personnes, de gouvernance démocratique, d'indivision au sein de la mutuelle. Les propriétaires de la mutuelle, ce sont nos 3 millions de sociétaires, c'est pour ça que je parle d'indivision, de juste partage de la valeur. Bref, nous exerçons notre activité d'assureur selon ces principes-là. La loi Pacte nous a permis, et je vais commencer par ça, finalement, de nous dire que si la Maïf, naturellement, pour ne pas dire nativement, est une entreprise engagée, cet engagement, nous l'avons explicité, je pense, dans notre signature d'assureur militant, c'est-à-dire véritablement d'assureur en prise d'abord avec l'excellence du service à ses sociétaires, avec un corps social engagé et embarqué. Et donc, on aurait pu considérer que, voilà, faut-il aller plus loin. La loi Pacte, finalement, nous permet d'aller au-delà des engagements sur notre cœur de métier, mais aussi autour de notre métier, dans des engagements sociétaux, vers l'éducation, le handicap, la finance solidaire, etc. Et de nous dire que, finalement, ces engagements-là, demain, encore plus demain, nous devons véritablement les rendre publics, oser aussi faire en sorte que ces engagements ils soient connus d'abord, et pas seulement du corps social, mais aussi des sociétaires et au-delà, et ils soient finalement évaluables dans les objectifs que nous déclinerons de ces engagements. Donc on s'est dit que oui, il fallait aller plus loin et que la loi Pacte était une opportunité. Alors ça s'est passé comment? En 2 mots, d'abord le premier étage, je dirais, de la loi Pacte et de la qualité de société à mission, c'est que l'entreprise se donne une raison d'être. Cette raison d'être, finalement, c'est quoi? C'est, je dirais, l'essence même de l'entreprise. Ce qui fait que, fondamentalement, elle existe, fondamentalement, elle est utile. Donc, la première étape de notre travail, qui a été un travail au sein de la gouvernance de l'entreprise, du conseil d'administration, de la direction générale, ça a été d'expliciter cette raison d'être, en quoi dans notre métier et autour de notre métier, nous développons, c'est le terme fort de cette raison d'être, une attention sincère à l'autre, une attention sincère au monde, et que finalement, cette attention sincère, elle permet de contribuer au mieux commun, à une société plus juste, plus solidaire, finalement, plus humaine. Ça, c'est le premier étage. Dans la loi Pacte, cette raison d'être, finalement, elle n'est pas engageante.
pour l'entreprise qui en fait choix. C'est un, je peux presque dire, c'est un slogan. Ça peut être un élément fort de communication, mais si ce n'est que cela, je dirais que c'est pas suffisant. En tout cas, dans la conviction qui est la nôtre, ce n'est pas suffisant. Et le second étage, ça a été résolument de décider d'adopter cette qualité de société à mission. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que nous avons inscrit dans nos statuts, ça a fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire, modification des statuts, oblige, c'est en juillet, peu importe, nous avons inscrit dans nos statuts cette raison d'être. Nous avons inscrit dans nos statuts que Maïf adopte la qualité de société à mission, et nous avons également acté dans ces statuts des engagements, 5 engagements, très rapidement, engagement vers nos sociétaires, engagement vers le corps social, engagement à faire en sorte que, au travers de notre contribution et au travers de tous les objectifs que nous nous fixons, nous œuvrons pour une société plus solidaire, et que finalement, si dans l'exemple que veut donner la Maïf, que donne la Maïf, cet exemple est modélisant, attire d'autres entreprises vers cette ambition d'entreprendre, eh bien, nous aurons été quelque part utiles. Donc voilà en quelques mots la démarche qui a été la nôtre. Eh ben, merci Dominique. Alors il y a quelques remarques sur le son qui est un peu de mauvaise qualité, et il y a un intervenant qui a été apparemment déconnecté là. J'en profite, du coup, j'ai oublié de vous dire pour tous les... Et l'intervenant, voilà, Jonathan est de retour, c'est parfait. Pour tous les participants, vous avez un onglet chat que certains ont déjà vu et ont participé pour poser des questions, des remarques, etc. Mais vous avez aussi un onglet questions. Donc, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions, et aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes, les plus pertinentes que vous voulez, auxquelles on réponde, et on y viendra dans un second temps pour répondre du coup à ces questions. Du coup, je passe la parole à Jonathan Jérémias. Vous êtes porte-parole auprès des réseaux de l'économie sociale et solidaire au mouvement Impact France, qui est l'ancien mouvement des entrepreneurs sociaux, dont vous étiez d'ailleurs le président il y a quelque temps. Donc je vous laisse, et vous êtes montré, quand on en parlait un peu avant, un peu une critique positive de l'économie sociale et solidaire, mais comment aller plus loin. Du coup, je vous laisse la parole. Merci Justin, bonjour à tous. D'abord, je voulais avoir une pensée pour Philippe Frémaux, qui a animé le débat sur le même sujet à peu près l'année dernière, et avec qui on l'a préparé pour certains, et puis qui nous manque, et avec qui, je dois dire, je partageais une vision de l'ESS qui est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, entre nous, là, bienveillante et en même temps critique, enfin en tout cas lucide sur ces quelques parfois zones de progrès potentiel. Donc voilà, je pense à lui là, au moment de démarrer cette table ronde. Bon, ensuite, pour tenter de répondre à la question qui est posée par cette table ronde, moi je dirais oui, d'abord. Est-ce que l'entreprise peut servir l'intérêt général? Oui. Elle le peut, elle peut être au service de l'intérêt général, mais plus ou moins. Et d'une certaine manière, alors, toutes les entreprises contribuent à l'intérêt général quand elles créent des emplois, notamment en période de chômage de masse. Mais si on regarde un petit peu plus en détail et qu'on reprend les catégories que vous avez proposées dans le titre de la conférence, de la table ronde, d'abord l'ESS. Alors, l'ESS, si on la définit par la combinaison de l'utilité sociale, de la poursuite de l'utilité sociale, de la lucrativité limitée et de la gouvernance démocratique, du partage des richesses, du partage du pouvoir, on a là le prototype de l'entreprise d'intérêt général. C'est l'entreprise au service de l'intérêt général, presque par définition, presque par nature. En fait, si on y regarde de plus près, c'est un peu plus nuancé, c'est un peu plus compliqué, parce que on sait que, par exemple, qu'un bon nombre de coopératives bancaires,
de coopératives agricoles ou de commerçants ont un impact social et environnemental, disons, discutable. Ça, c'est sur le volet utilité sociale. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de grandes mutuelles ou de grandes coopératives aussi, au sein desquelles, certes, il y a une lucrativité nulle ou limitée, puisque les excédents dans les mutuelles restent dans l'entreprise, ou alors restent assez largement dans les coopératives. Mais ça ne dit rien des inéquités de distribution des richesses qu'il peut y avoir en interne des structures. Et là, je pense aux rémunérations, aux écarts de rémunération. Donc, dans certaines coopératives, dans certaines mutuelles, on a des écarts de rémunération qui sont bien au-delà de ce qui nous semble social, solidaire et raisonnable quand on parle d'intérêt général. Et ça, c'est un sujet qui est important, puisqu'il pose des questions d'exemplarité, de cohérence et derrière aussi d'attractivité du secteur pour ceux qui s'y intéressent, pour les consommateurs, pour les salariés, les gens qui veulent entreprendre. Mais disons que, bon, moyennant ces réserves-là, globalement, avec l'ESS, on est quand même dans une économie assez largement au service de l'intérêt général, assez largement d'intérêt général. Alors, plus récemment, avec la loi Pacte, Dominique l'évoquait, la raison d'être et puis les sociétés à mission. Alors là, je vais être rapide et puis je vais peut-être susciter un petit peu le débat, la discussion entre nous, mais la raison d'être, en gros, ça n'engage à quasi rien. Il s'agit de définir un espèce de slogan, de punchline social et environnemental, et puis après, pas grand-chose d'autre. Donc, on a coutume de dire que c'est un peu le premier étage de la fusée de la loi Pacte, mais si on s'en tient à ce premier étage, on a quasiment rien fait, voire même, on a un boulevard pour du green et du social washing avec la raison d'être. La société à mission, c'est autre chose, parce que là, il y a la définition d'une mission, et puis surtout, il y a en interne un comité qui va la suivre, il y a aussi un organisme indépendant qui va regarder ce qui s'est passé, donc là, on est sur un engagement, d'une certaine manière, beaucoup plus fort. Au service du social et de l'environnemental, au service de l'intérêt général. Là où le bât blesse, à mon avis, c'est qu'à ce stade, il n'y a aucune exigence en matière de part que cette mission sociale et environnementale doit prendre dans l'activité. Alors, d'une certaine manière, toute l'activité doit en être empreinte, mais en même temps, ça peut aussi ne pas être grand-chose et que ça soit quand même une mission. Puisque c'est la société elle-même qui définit l'ampleur de la mission. Donc on peut réaliser des toutes petites missions au sein d'un énorme groupe et être une société à mission. Donc là, à mon avis, il y a quand même une difficulté. Après, je pense qu'il faut accueillir quand même avec, alors certes vigilance, mais quand même avec bienveillance ces démarches, qui sont des démarches de progrès, en fait, de progrès social et environnemental. Alors, la Maïf, à mon avis, c'est pas le meilleur exemple, parce que la Maïf, de mon point de vue, est un des fleurons de l'économie sociale et solidaire et de l'économie d'intérêt général, et est une entreprise d'intérêt général qui, pour moi, n'a pas grand-chose à gagner à être une société à mission. Pour moi, et elle n'a pas beaucoup de progrès à faire du fait d'être une société à mission. Par contre, elle a des intérêts en termes de communication sur son utilité forte. Et là, elle a mis en œuvre ce processus. On en a beaucoup parlé. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça sert de locomotive à d'autres. Mais je ne suis pas sûr que de devenir société à mission fera progresser la Maïf qui est déjà bien en avance sur bon nombre de points. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a un mouvement, il y a une communauté d'entreprises à mission qui se crée et que d'une certaine manière, là, on s'adresse aux 90% de l'économie qui ne sont pas ESS, et qu'on entraîne, qu'on accueille dans dans la communauté des entreprises qui s'intéressent à l'intérêt général. Et il faut le faire avec bienveillance et avec la conscience que quand un tout petit bout des 90% de l'économie pivote, en fait, ça a un impact social et environnemental extrêmement important, potentiellement. Donc voilà, en gros, hein, comment moi je vois et comment, au-delà de moi, au mouvement des entrepreneurs sociaux et puis au mouvement Impact France, devenu le mouvement Impact France, on traite ce sujet.
Et ben merci Jonathan. Du coup, sur un peu sur le reste de l'économie, c'est les 90%, comme vous le disiez, c'est une transition toute trouvée pour introduire Frédéric Lelouch. Vous êtes responsable de la RSE et de la gouvernance à la CFDT et également présidente de la plateforme RSE. Je vous laisserai en dire un mot et du coup, je vous laisse la parole. Comment répondre à ces questions? Et avant, je rappelle, vous avez un onglet questions pour poser des questions. Il y en a déjà 2, du coup, n'hésitez pas à rebondir et à poser des questions. On les traitera après. Je vous laisse la parole, Frédéric. Merci beaucoup pour cette invitation et ce débat auquel je suis ravie de participer. Est-ce que l'entreprise peut être au service de l'intérêt général? Moi, j'avais envie de répondre à cette question par une question et peut-être même 2. En fait, c'est comment est-ce qu'on définit l'intérêt général et est-ce que c'est pas en fait l'État qui en est le garant? Et en fait, ce à quoi on assiste et qui n'est pas neutre, et je vais laisser un peu de côté dans mon propos liminaire l'ESS, puisqu'il en a été largement question par des bien plus spécialistes que moi, donc je me situe dans une perspective plus large. Ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est une reconnaissance progressive des entreprises, donc de l'acteur privé, sur le plan international pour leur action concernant, par exemple, les enjeux de réduction de la pauvreté, de lutte contre les inégalités. Et il y a 5 ans, il y a une année qui a été assez clé dans cette histoire-là, c'est l'année 2015, avec l'adoption de l'agenda universel des objectifs de développement durable, la conférence de Busan sur le financement du développement et puis l'accord de Paris. Et ces trois événements ont consacré en fait la reconnaissance de l'action des entreprises concernant des enjeux qui avant étaient considérés comme relevant de la responsabilité des États. Donc, la question maintenant n'est plus de savoir si l'entreprise peut être au service de l'intérêt général, mais plutôt à quelles conditions. C'est plutôt à ça que je vais essayer de répondre. Et une fois qu'on a parlé de l'État, il y a un vrai enjeu à ce que l'État ne se désengage pas. Si l'État ne peut pas tout, il y a un vrai risque à privatiser certains enjeux qui pourraient relever de services publics. Donc le premier point de vigilance, c'est un peu une articulation, pas de substitution, mais une articulation entre l'action de l'État et celle des entreprises. Chaque acteur a ses responsabilités. Il ne doit pas y avoir de transfert ou de décharge de responsabilité. C'est un peu ce qui est l'esprit des principes de John Ruggie qui ont fondé les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, sur lesquels la plateforme s'est appuyée pour publier un plan sur les entreprises et les droits humains. Donc ça, c'était un peu mon premier point de ce propos liminaire. Le deuxième point, ce serait la deuxième condition donc, pour que l'entreprise puisse contribuer à l'intérêt général, c'est que et qu'elle s'engage en fait au-delà de ce qui représente son intérêt propre, j'allais dire court terme, mais dans une perspective plus long terme de contribution à l'intérêt général. Et alors là, ça ne va pas être d'une immense originalité vu que je représente à la fois la CFDT et également une instance de dialogue multi-acteurs qui est la plateforme nationale pour la RSE. Cette deuxième condition, c'est le dialogue, c'est la consultation des parties prenantes. Consulter les parties prenantes, ça présente un double intérêt. Le premier avantage, c'est que dans le dialogue, dans la consultation des parties prenantes, on peut prévenir des risques, on peut ne pas passer à côté d'enjeux qui, faute de concertation, auraient pu être oubliés ou sous-estimés. Et puis, deuxième intérêt, c'est aussi un gage de crédibilité, c'est-à-dire que s'il y a des engagements de l'entreprise mais qui ont fait l'objet d'aucune concertation, il y a un grand risque qu'il n'y ait pas d'appropriation et qu'on soit dans ce qui a été déjà évoqué par certains, de risque de communication, risque de green ou social washing. Cette concertation, c'est aussi l'esprit de la norme de ISO 26000, qui est un peu le standard universellement partagé en matière de responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi des administrations. Et cette norme, elle dit que l'entreprise doit prendre en considération son écosystème, sa sphère d'influence, et pour cela, bien sûr, consulter. C'était une des recommandations du rapport Nota-Sénar, de veiller à ce que les comités de parties prenantes puissent nourrir la stratégie des entreprises et que ce ne soit pas quelque chose qui soit juxtaposé et qui soit sous-utilisé.
Et puis, quand on parle de consultation, bah, évidemment, il faut parler du rôle spécifique des salariés qui, et là je m'exprime plus pour la CFDT, sont ce qu'on appelle des parties constituantes de l'entreprise. À la CFDT, on n'est pas convaincu par cette notion de partie prenante, qui est très utile, hein, bien sûr, et qu'on ne rejette pas, mais c'est un vocabulaire qui est un peu flou, qui ne rend pas compte de la spécificité du rôle singulier que sont les apporteurs en travail, qui devraient être au même niveau que les apporteurs en capital que sont les actionnaires, parce que sans les travailleurs, il n'y a pas d'entreprise. Donc, comment on fait? C'est par le dialogue, en impliquant les salariés et leurs représentants, en faisant des acteurs incontournables de l'engagement de l'entreprise. Ça veut dire sortir de politiques de RSE qui, jusqu'à maintenant, ont été malheureusement un peu trop descendantes, un peu trop dans la communication, mais vraiment aller vers la co-construction, imaginer ensemble de la définition d'indicateurs jusqu'à leur évaluation, en faire un sujet de négociation, signer des accords RSE et par exemple les accords cadres internationaux pour les entreprises internationales, c'est un outil très intéressant. C'est co-construire des plans de vigilance. Actuellement, on parle de certaines entreprises qui sont soumises à cette obligation, c'est uniquement les grandes entreprises d'une certaine taille, mais il y a cette idée de co-construire avec les parties prenantes et au premier plan, les parties constituantes des entreprises que sont les salariés, co-construire ces plans de prévention des risques pour l'entreprise. Et puis, pour raccrocher au sujet de notre table ronde, les consulter dans la définition de la raison d'être, en faire un vrai objet de dialogue social presque. Et idem pour la société à mission, associer les salariés au comité de mission. C'est prévu par la loi, il y a un salarié qui est prévu dans la loi. Peut-être qu'on peut faire un peu mieux et imaginer un comité de mission qui s'articule vraiment avec les autres instances de consultation prévues dans l'entreprise. Et puis, dernier point, et pour ne pas être trop long, je m'arrêterai là, c'est l'entreprise à mission, la raison d'être, ou quel que soit le dispositif, j'ai envie de dire, c'est jamais en soi une garantie de vertu. La raison d'être, ça peut être utile, ça peut être structurant de s'intéresser à ce qui fonde, ce qui fait la finalité de l'entreprise au-delà du profit. La réflexion, la dynamique peut être intéressante. De sortir de la raison d'avoir pour avoir un projet commun d'entreprise qui donne du sens à l'action quotidienne, qui oblige à s'intéresser au long terme, c'est très structurant. Mais parmi les 60-70 qui ont actuellement défini une raison d'être, il y a la plupart qui ont oublié un volet de l'article 1835 du Code civil, qui est la question des moyens affectés à la raison d'être et à son suivi. Combien d'entreprises ont consulté les salariés dans la définition de la raison d'être? Combien l'ont soumis au dialogue social? Ça reste encore à voir. Et c'est un peu pareil pour l'entreprise à mission, c'est un peu tôt pour analyser. Mais voilà, il n'y a pas de dispositif qui, en soi, serait la garantie absolue de tendre vers l'intérêt général. Il y a quelques clés qui sont, que j'ai déjà évoquées autour du dialogue, qui sont indispensables. Il a été question de codétermination dans l'introduction. Je serais ravie d'y revenir un peu plus tard sur cette vision de la gouvernance partagée qu'appelle de ses voeux la CFDT, là, pour le coup. Donc, je pourrais plus en détail, mais je ne voudrais pas prendre trop de temps dans le propos liminaire. Eh ben, merci beaucoup, Frédéric. Et je vais passer la parole maintenant à Jean-Pierre Chanteau. Vous êtes économiste, vous avez beaucoup travaillé sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur les questions de gouvernance. Du coup, je vous laisse la parole pour conclure ce petit tour introductif à ce sujet. Ce ne sera pas une conclusion, je vais vous le rassurer. Permettez-moi d'abord d'évoquer aussi la mémoire de Philippe Frémaux, puisqu'il se trouve que j'ai démarré ma vie professionnelle en 1980 dans l'aventure Alternatives économiques. Donc, voilà, beaucoup échanger avec lui. Et puis, je recommande au passage son livre de 2011 qui reste d'actualité, l'enquête sur l'économie sociale, dans son versant positif et dans son versant critique. Voilà. Alors, en tant qu'économiste, et puis effectivement pour élargir au-delà de l'ESS, la question posée là dans la table ronde, elle fait écho à quelque chose que je pense tout le monde a en tête depuis Milton Friedman en 1970,
qui nous disait que la responsabilité sociale du business, c'est le terme aux États-Unis, est d'accroître le profit. Et si je devais m'arrêter là, je dirais simplement qu'il a juridiquement tort, mais politiquement raison. Alors juridiquement tort parce que, de fait, en droit, toute entreprise peut contribuer à l'intérêt général. Rien ne lui interdit de le faire, et encore moins avec la réforme du Code civil, l'article 1833, qui précise que la société est gérée, c'est pas peu, est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela dit, comme l'a dit Frédéric Lelouch, il s'agit bien de contribuer à l'intérêt général et non pas d'imaginer qu'une organisation privée puisse porter, incarner à elle seule l'intérêt général qui relève nécessairement d'une autorité publique. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc l'entreprise peut contribuer à l'intérêt général, mais est-ce qu'elle le veut? Alors, je dirais que l'observation, certaines l'expriment clairement, oui. À commencer, je pense particulièrement aux SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Je pense aussi aux sociétés agréées ESUS, donc entreprises solidaires d'utilité sociale. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Et au-delà de l'ESS, il faut quand même regarder aussi du côté des entreprises publiques qui sont censées porter des missions d'intérêt général, ou depuis 2019, donc les sociétés à mission. Et puis on peut aussi mettre dedans certaines approches de la RSE qui ne relèvent pas de toutes ces dispositions statutaires, mais qui peuvent être pertinentes quand elles ne se limitent pas à de belles déclarations d'intention qui n'engagent pas au-delà de cette promesse. Alors, il y a un point commun qui me semble très important à ces entreprises, à ces entreprises-là, c'est qu'elles ont toutes des règles fixées. Une fois encore, afficher des bonnes intentions, c'est sympathique, mais ça ne produit pas d'effet, en tout cas pas suffisant. Des règles qui portent finalement sur ce que l'on retrouve dans la loi ESS de 2014, des règles sur la gouvernance de l'entreprise, partage des pouvoirs pour faire vite, des règles sur l'appropriation privée de la valeur ajoutée, lucrativité limitée, encadrée, il y a différentes façons de faire, et c'est présent à des degrés très inégaux dans les différents types de statuts et de sociétés que j'ai évoqués. Et puis enfin, la question de l'objet social, la mission, l'utilité sociale, bref, qu'est-ce qui sort de l'entreprise, à quoi son activité, son produit sert-il. Donc des règles. Mais on ne peut pas s'arrêter là. D'abord parce que le constat a été fait, ces pratiques sont très très loin d'être la norme, sinon on ne serait pas là à cette table ronde à en discuter. Donc la question, c'est comment transformer le schéma dominant. Il faut avoir en tête que c'est un débat récurrent depuis le 19e siècle, réactivé dans les années 70. La CFDT, par exemple, portait une espérance autogestionnaire, et puis ça a été réactivé effectivement en amont de la loi Pacte. Donc ça veut dire que ce n'est pas simple. Le deuxième point, c'est que les règles sont nécessaires, mais ne sont jamais suffisantes. C'est-à-dire que tout dépend des règles, elles n'ont pas toutes la même force normative, comme disent les juristes, et puis surtout, quels sont les acteurs qui peuvent s'en servir, qui ont les compétences, les moyens, les ressources pour les faire vivre. Ça, c'est tout un débat, par exemple, très bien travaillé en ce moment autour des notions de commun, quelle que soit la façon ensuite de les incarner. Donc, deux réflexions à verser au débat là-dessus. Le premier point, c'est que c'est très présent dans les débats, notamment de la responsabilité sociale d'entreprise, la RSE. Les vertus personnelles ne peuvent suffire. Elles peuvent engager la personne, mais ça ne vit qu'aussi longtemps que vit la personne.
Et puis, en psychologie sociale, on voit la fragilité de ses convictions personnelles chaque fois que la personne, même militante, se trouve plongée dans une situation contraire. Donc, les vertus personnelles peuvent déployer des effets, mais toujours à l'intérieur d'un cadre cohérent. Et je pense que ce qui a été présenté jusqu'à présent montre différents cadres qui peuvent permettre cette implication. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il ne suffit pas de fixer de bonnes règles. Ça a été évoqué, mais voilà, il ne suffit pas d'avoir un statut d'économie sociale et solidaire pour éviter par nature, entre guillemets, tout risque de conflit du travail, toute dérive financière, quelles que soient les familles, hein, associations, coopératives, mutuelles ou entreprises sociales. Idem en matière de RSE, et je dirais même encore plus, parce qu'en matière de RSE, pour l'instant, l'encadrement réglementaire est beaucoup plus faible, et donc il y a beaucoup plus de place pour des défaillances. Et puis, pour ce qui concerne les sociétés à mission, puisqu'on m'avait demandé de prévoir un peu plus de compléments sur cette nouveauté, puisqu'elle n'est entrée en vigueur que depuis cette année, il y a eu un débat très intense, et finalement justifié, hein, en amont de la loi Pacte, pour ou contre. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que les promoteurs comme les contradicteurs se focalisaient beaucoup sur les statuts, les règles statutaires, sans resituer ces statuts dans le contexte social dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, j'estime que l'intérêt de cette nouveauté est d'introduire de nouvelles règles opposables. On pourra discuter ensuite de la force de ces règles, hein. Donc l'obligation de définir dans les statuts une raison d'être, l'obligation de définir une mission, l'obligation de se doter d'un comité de mission, l'obligation d'évaluer l'exécution de la mission et de faire faire cette évaluation, pardon, par le comité de mission, mais réglementairement par un organisme tiers indépendant. Donc ça va dans le bon sens, mais pour autant, les contraintes introduites sont potentiellement relativement faibles. Et donc, il y a un risque très important d'introduire de la confusion, voire de jeter le discrédit sur toutes les entreprises qui finalement utilisent le même langage, hein, mission sociale, etc., mais en se dotant de règles plus contraignantes. La question a été posée là dans le chat, et donc je peux peut-être prendre le temps de dire que la raison d'être qui est définie par le Code civil, donc l'article 1835, modifié par la loi Pacte, disent que la raison d'être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Pour exemple, le groupe Engie est aussi doté d'une raison d'être. Qu'est-ce que ça nous dit sur le contenu, sur la substance de cette raison d'être? Ben, rien. La société va donner un contenu comme elle l'entend. Voilà. C'est ce qui est cohérent d'un certain point de vue, mais laisse forcément sur sa fin. Donc, comme l'a dit Frédéric Lelouch, il est trop tôt pour dire ce qui va sortir de cette innovation, en fait, ce qui est dans la loi, dans la société à mission, pardon, existe déjà dans les différents statuts de l'ESS. Donc c'est une création juridique un peu particulière. C'est d'autant plus difficile de prédire ce qui va en sortir que dans les 40 à peu près sociétés à mission existantes, vous trouvez aussi bien la Maïf Avenir, qui est déjà une société de l'ESS, que le groupe Yves Rocher, par exemple, qui vient d'être épinglé pour manquement au droit de la liberté d'association dans sa filiale turque. Donc, voilà. Ça fait... Enquêtons. Ça fait, merci beaucoup Jean-Pierre, ça fait une transition toute trouvée pour certaines questions qui ont été posées sur les entreprises
sur cette émission et sur notamment la Maïf. Donc pour vous, Dominique Mahé, je me permets de mutualiser deux questions. Donc c'est tout d'abord en quoi la raison d'être de la Maïf et la société d'émission est engageante et qu'en est-il du contrôle? Et deuxième question, ce n'était pas la même, mais vous pourrez ici répondre en même temps. Comment la Maïf et Danone, donc Danone étant aussi une société à mission, peuvent-ils se retrouver dans le même label quand on voit les pratiques de Danone? Du coup, ça revient un peu à des propos qu'on a dit. Est-ce que ça ne risque pas de dénaturer ou mettre dans un même panier deux sociétés qui n'ont pas les mêmes pratiques? Donc voilà, je vous laisse répondre, Dominique Mahé. Et après, si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette question, je vous laisserai la parole. Est-ce que vous m'entendez? J'ai des soucis de caméra, mais vous m'entendez bien? Oui. On vous entend bien, on ne vous voit pas, mais on vous entend bien, donc c'est parfait. D'abord, Maïf, lorsque nous avons décidé d'aller vers cette qualité et non pas label, je pense que la nuance est importante, d'entreprise à mission. On ne s'est pas dit, tiens, Danone y va, nous on va y aller aussi. Surtout pas. Nous appartenons à un univers économique radicalement, foncièrement différent. La Maïf n'a pas d'actionnaire à rémunérer, c'est évident, vous le savez. Nous sommes pleinement et nous restons pleinement dans l'économie sociale et solidaire, dont nous sommes, je pense, un élément qui compte dans la mutualité et dans la mutualité d'assurance. Alors, sur la raison d'être, je crois que ça a été très bien dit par quelques participants. Cette raison d'être, elle exprime finalement le fond de l'entreprise, l'essence de l'entreprise, comme je le disais, mais en soi, elle n'est pas engageante. Elle exprime une volonté, elle exprime une vérité pour les dirigeants de l'entreprise, mais on ne va pas plus loin. C'est pourquoi elle peut, si on en reste là, si on reste au niveau de la raison d'être, on peut finalement emporter le risque que ce sera un slogan, ce sera un élément de communication commode qui n'empêchera pas finalement de faire ce qu'on veut par ailleurs. Ça peut quand même être redoutable. Mais véritablement, aller plus loin, ce que j'appelais le second étage tout à l'heure, dire, ancrer dans les statuts, nous sommes et nous voulons être une société à mission, c'est un engagement public. C'est un engagement public. Ce n'est pas un hasard si entre les entreprises qui ont choisi d'exprimer leur raison d'être et celles qui vont plus loin, il y a un écart quantitatif très conséquent. Des engagements sont pris, des objectifs sont déclinés de ces engagements. Très clairement pour la Maïf, nous avons donc 5 objectifs que je ne vais pas énumérer. L'objectif en 2021, ce sera de leur donner véritablement une concrétude dans la stratégie de l'entreprise. Des indicateurs de performance, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Tout cela suivi par un comité de mission que nous avons mis en place tout début novembre. Un comité de mission, je me permets d'arrêter très rapidement sur sa composition. Comme quelqu'un l'a dit très justement, la loi ne dit pas grand-chose sur la composition du comité de mission, sinon qu'il doit compter au moins un salarié. Nous avons considéré que ce comité de mission à la Maïf était composé de 10 personnes, 5 internes à l'entreprise, dont 2 salariés, 2 administrateurs et un membre de la direction générale. Et puis 5 personnalités extérieures que nous avons sollicitées, qui seront des gens engagés dans ce comité de mission à titre totalement bénévole, j'insiste. Nous avons confié la présidence de ce comité de suivi à une des 5 personnalités extérieures, en l'occurrence à Nicole Notat. Voilà, ce comité de suivi, comme son nom l'indique, il aura à vérifier que l'entreprise est bien dans les clous des objectifs qu'elle se donne dans le cadre des engagements de la mission. Mais nous avons voulu aussi aller plus loin pour ce comité, à savoir qu'il doit être aussi finalement une instance de challenge pour dire aux dirigeants que nous sommes et au conseil d'administration, à la direction générale, dans ce domaine-là, est-ce que vous ne pourriez pas aller plus loin?
ou est-ce que vous ne pourriez pas faire autrement dans les objectifs qui sont les vôtres? Et puis enfin, dernier point, ces objectifs-là, ils seront contrôlés par un organisme tiers indépendant, à l'image de ce que peut être un commissariat aux comptes, par exemple, qui rendra compte à l'Assemblée générale de l'atteinte ou non de la mission. Tout ça tombant ensuite dans le domaine public. Donc, l'engagement, moi, je le vois comme, voilà, l'entreprise se donne un challenge quelque part. Est-ce qu'elle l'atteint? Oui, c'est bien. Si elle ne l'atteint pas, je pense que ça peut compromettre quand même, mettre en risque son image et pourquoi pas sa performance. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces questions-là? Laurence, oui? Oui, moi je veux bien réagir et compléter, parce que ce qui me semble intéressant dans la démarche de la Maïf, c'est que ça vient compléter une entreprise qui était de l'économie sociale. Et donc, en fait, on vient compléter l'objet même de la structure et donner une raison d'être à une structure qui avait déjà des réflexions sur la gouvernance, la répartition de la richesse, etc. Et ça vient ajouter quelque part à une entreprise une dimension supplémentaire qui, effectivement, est peu présente dans l'économie sociale. C'est-à-dire la question de l'objet en tant que tel est peu présente dans la dimension de l'économie sociale. En revanche, si on avait cette même... ce même travail dans une entreprise classique qui n'a pas du tout de réflexion sur la gouvernance, qui n'a pas du tout de réflexion sur la distribution de la richesse, en fait, ne s'arrêter qu'à la raison d'être et l'entreprise à mission, comme il y a peu d'obligations, il me semble qu'il y a assez peu d'obligations. Au pire, l'entreprise perd le fait de s'appeler société à mission. Donc, en fait, la conséquence est quand même très, très faible. Et il me semble que quand on vient l'ajouter à une structure qui a déjà des principes de démocratie, de répartition de la richesse, ça prend tout son sens. Quand c'est uniquement une démarche sur la société à mission, c'est intéressant que l'économie évolue dans ce sens, mais ça me semble beaucoup moins engageant. Voilà. Merci, Laurence. Est-ce que l'un d'entre... d'ajouter. Ceci étant, quand on prend l'exemple, et malheureusement l'actualité de Danone, on voit bien qu'en termes d'image et de communication, l'effet peut être redoutable. On voit bien qu'un certain nombre d'articles, de commentateurs mettent l'accent sur comment Danone, entreprise à mission, et voilà un volant de licenciement qui arrive pour des raisons que je n'ai pas à juger. Mais enfin, c'est l'image, en termes d'image, l'effet peut être redoutable quand même. Je précise que Danone, pour rappel, a annoncé cette semaine, X centaines d'expressions de postes. Voilà, pour rappel. Oui, 2000 précisément dans le... 2000, pardon, c'est pas centaines en plus. Pardon, j'avais plus en titre, c'est pas centaines. Oui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce sujet? Et du coup, on va passer à une autre question. Comment envisager qu'une entreprise classique fondée sur l'idée de faire un retour sur investissement pourrait-elle bien servir l'intérêt général? Est-ce que les intérêts des investisseurs ne prévaudront-ils pas systématiquement s'il n'existe pas de réelles contraintes? Est-ce que quelqu'un se sent sur cette mission, sur cette question? Jean-Pierre, Jonathan, allez-y. On fera... Sur cette question, et puis un petit peu au-delà, parce que là, cette question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comment une entreprise classique peut servir l'intérêt général dans la mesure où elle fonctionne classiquement comme réalisant des bénéfices et les distribuant en partie en dividendes. Bon, précisément, là, on est aux journées de l'économie autrement et on parle d'entreprise au service de l'intérêt général. On sait que il existe des façons de faire entreprise en partageant la valeur, avec les salariés, dans les scopes, en laissant l'excédent en interne, dans les mutuelles. Donc là, c'est précisément le sujet, c'est de voir dans quelle mesure une entreprise peut être contributive au-delà du strict intérêt de ses actionnaires. Et on a une réponse, en fait, qui est classiquement, qui est l'économie sociale et solidaire, avec les réserves que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une question qui est, est-ce qu'à terme, ça continuera de servir à quelque chose de distinguer ESS entreprise à mission, parce que l'État, avec les objectifs de développement durable, etc. En fait, tout dépend
pourquoi on s'intéresse à ce sujet? Moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet de l'économie des entreprises au service de l'intérêt général et de l'économie autrement, c'est dans quelle mesure on est capable de proposer un modèle alternatif au système dominant qui est un système capitaliste financier. Et en réalité, si c'est ça l'objectif, si c'est de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire demain devienne la norme économique et sociale, alors à ce stade des définitions et des engagements qu'impose le fait d'être société à mission, il y a fortement intérêt à continuer de distinguer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que demandent les mouvements qui font du plaidoyer politique autour de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, etc. Ils demandent à ce que leur secteur, si on peut appeler ça comme ça, bénéficie de politiques publiques qui lui soient favorables, qui lui permettent de se développer. Et si demain, on demande à une politique publique favorable, ce qui est notre cas au mouvement Impact France, alors il faut que ça se repose sur des critères très clairs. C'est-à-dire que demain, si on demande la préférence sur les marchés publics à qualité-prix égale, si on demande une fiscalité plus favorable, si on demande l'accès à des dispositifs comme le mécénat, le bénévolat, si on demande tout un package d'avantages liés au fait qu'on contribue à l'intérêt général, alors il faut qu'on soit rigoureux sur un certain nombre de critères. Et les critères, à mon avis, on les connaît. Ils sont très bien définis dans la loi. Bon, utilité sociale, lucrativité, gouvernance démocratique. Si tant est qu'on y mette des contenus exigeants et qu'on règle les 2-3 problèmes que j'évoquais tout à l'heure de limitation de rémunération, de poursuite d'utilité sociale, pas seulement pour les nouvelles venues dans la famille que sont les sociétés de capitaux de l'ESS, mais pour toutes les organisations, les associations, les mutuelles, les SCOP. Je vais donner un exemple par l'absurde, mais une SCOP, elle peut produire des mines antipersonnelles, en théorie. Et elle fera quand même partie de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que, en tout cas juridiquement, est-ce que c'est pas à résoudre ça? Est-ce qu'on n'a pas une réflexion à avoir sur ce qu'on appelle la poursuite de l'utilité sociale au-delà du fonctionnement de l'entreprise, mais dans l'objet même de sa production? Je pense qu'il y a aussi la question écologique, la question environnementale qui pour l'instant est insuffisamment prise en compte dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. À minima, on pourrait considérer qu'une entreprise sociale et solidaire n'a pas une activité ouvertement destructrice de l'environnement. Et actuellement, ça n'est pas garanti. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, et ce n'est pas un enjeu théorique, c'est un enjeu très concret, très pratique, c'est que si on veut la transformation sociale et écologique de la société, si on veut une économie plus juste et plus respectueuse de l'habitat humain, l'environnement, alors il faut des repères clairs pour les consommateurs, les salariés, la puissance publique et tous ceux qui s'y intéressent et ceux qui veulent créer demain des entreprises. Et des repères clairs, alors c'est par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est assez complet, hein, qui peut être sûrement amélioré encore, mais qui est assez complet et qui garantit un certain nombre de choses, puisque c'est la seule niche de l'économie sociale et solidaire dans laquelle, par exemple, il y a une limitation de rémunération des dirigeants qui est indispensable, et où il y a un vrai regard porté sur la poursuite d'utilité sociale. Parce qu'avant de délivrer l'agrément ESUS, on regarde notamment cet aspect poursuite d'utilité sociale. Donc là, à mon avis, on a un bon point d'appui pour les entreprises d'intérêt général. Alors aujourd'hui, des ESUS, il y en a, je crois, 1800. Là où il me semble qu'il y a 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça, d'une certaine manière, le chemin sur lequel on doit aller tous ensemble. Et donc, c'est un chemin qui est long, qui demande des ambitions, mais qui est tout à fait jouable. Et à mon avis, c'est ce qu'attend la société, au-delà de notre petit monde de l'ESS. C'est ce qu'attend la société. Quand une personne se dit « moi, j'aimerais acheter un produit qui a été fabriqué dans des conditions respectueuses, équitables, sociales, environnementales », il s'imagine qu'il y a les dispositifs, grosso modo, de l'ESUS autour de cette entreprise qui va produire. Donc il faut, à mon avis, travailler là-dessus, et puis travailler à le faire ensuite connaître, et puis à ce qu'il donne lieu à des vrais avantages, etc. etc. Voilà, en quelques mots un peu en élargissant.
Moi, je veux bien dire sur, oui, allez-y. si vous me permettez, moi, je partage complètement cette idée d'avoir des repères clairs et l'idée n'est pas pour moi de mettre l'accent sur tel ou tel dispositif ou tel statut. Ce qui a été souligné jusqu'à maintenant, c'est un peu les risques pour les entreprises en cas de mission non suivie, etc. Mais c'est aussi qu'il y a des attentes sociétales très grandes en matière d'écologie, en matière de justice sociale, et encore plus fortes, j'ai envie de dire, compte tenu de la période heurtée qu'on est en train de traverser. La crise qu'on traverse n'est pas neutre, et il y a comme un créneau de crédibilité à pas rater. C'est une occasion de redonner du sens. Il y a un vrai enjeu pour avoir l'adhésion des salariés qui ont besoin de renouer avec le sens de leur travail. Donc, au-delà de tel ou tel dispositif, il y a un vrai enjeu, des vraies attentes qui sont grandissantes dans la société. Et par rapport à cette idée de repères clairs, je voulais un peu faire écho aux travaux qu'on est en train de mener à la plateforme RSE qui sortiront dans les prochaines semaines sur les labels RSE, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais pour apporter de la clarté, de la lisibilité, de la comparabilité entre ces labels dont on parle de jungle et de forêt, de labels parmi lesquels il est difficile de se retrouver. Donc on a tout un travail engagé à ce sujet-là, et voilà, c'était juste pour un peu illustrer et faire écho à certaines interventions dont je partage complètement les orientations. Oui, pour répondre à cette question de l'entreprise classique et de la possibilité de sa contribution à l'intérêt général telle qu'elle a été posée, je pense qu'il faut la décomposer. La première, c'est celle de l'actionnaire. Est-il par nature méchant ou pas? Et c'est une question, là encore, récurrente dans l'analyse du capitalisme. Et il est absolument vrai que certains poursuivent un but par la spéculation d'enrichissement personnel, quelles que soient les conséquences sociales et écologiques de leur action. Mais ça n'est pas non plus la généralité. Investissement socialement responsable, finances solidaires, etc. Il y a plein d'actionnaires qui ont d'autres buts en tête. Pour moi, la question sur ce volet-là est celle de la clarté des règles sur cette finance. Parce que les règles ne discriminent pas suffisamment les missions que se donne tel ou tel actionnaire qui, par ailleurs, peuvent se déclarer responsables ou pas. Le deuxième niveau, c'est l'équilibre des pouvoirs, la régulation des pouvoirs. C'est-à-dire que même dans une société où l'actionnariat serait purement spéculatif, quelle limitation de son pouvoir? Alors, il est vrai qu'en droit, les statuts de la société sont rédigés, appartiennent à la volonté des associés qui la créent. C'est la règle de base, comme pour une association, soit dit en passant. Donc pour moi, le premier niveau, contrairement à ce qu'a dit Dominique Mahé, ça n'est pas la raison d'être, mais c'est l'article 1833 sur l'objet social des sociétés qui impose à toute société de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Mais une fois encore, c'est insuffisant parce que prendre en considération ne dit pas concrètement si c'est une priorité ou pas et comment ça se traduit. Deuxième type de règle, la réglementation publique que Frédéric Lellouche avait rappelé au début. Pour nous économistes, c'est un acte fondateur dès le XIXe siècle, justifié même du point de vue d'économistes libéraux et utilitaristes de l'époque, comme étant la question des troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que si ce qui se passe dans une société trouble l'ordre public, alors l'État est en droit d'intervenir. Ça a ainsi produit du droit du travail, du droit de l'environnement, etc., etc. Donc ça, il faut quand même toujours le rappeler.
Ensuite, on peut considérer que l'état de cette réglementation est insuffisant pour des tas de bonnes raisons, mais il faut le rappeler, parce que c'est seulement ensuite qu'on arrive au rapport de pouvoir interne entre les différentes parties constituantes, prenantes de l'entreprise. Voilà, je ne détaille pas à ce niveau-là. Merci beaucoup. J'en viens à une autre question rapidement sur a raison d'avoir un impact positif externe. Beaucoup de structures de l'ESS n'en ont pas en interne. Gros écarts de salaire, peu de démocratie, burn-out et turnover à répétition. En quoi un énième label peut-il changer sans réelle sanction publique, par exemple? Enfin, si je poursuis un peu la question, certaines structures de l'ESS font effectivement défaut par de souffrance au travail, etc. Et comment on concilie impact positif externe et impact positif interne pour les salariés? Est-ce que quelqu'un là-dessus veut répondre? Alors, moi, je peux apporter une vision, en tout cas, c'est de dire qu'évidemment, dans l'économie sociale, ça ne garantit pas, ça a été dit à plusieurs reprises, hein, le fait d'avoir un fonctionnement, enfin, on a des dérives, il y a des problèmes, évidemment. En revanche, ce qu'on peut regarder d'un point de vue statistique, c'est qu'on a quand même une grosse différence entre des structures qui, alors, je ne sais pas si c'est que l'économie sociale, mais en tout cas, qui ont un fonctionnement qui repose sur la participation, sur le fait que les salariés soient acteurs d'une certaine manière. On a une forme de tempérance quelque part qui permet un bien-être alors qui est plus qualitatif. Je vais illustrer. Hein. Je suis donc moi-même dirigeante d'une entreprise coopérative donc on est une centaine de salariés. Tous les salariés sont associés. Aujourd'hui, on a un turnover qui est très faible. On a une répartition de la richesse aujourd'hui qui est à peu près à 60-70% de la richesse créée vis-à-vis des salariés associés. On a une transparence sur tout, hein, sur les tableaux de bord jusqu'au salaire, et on a un écart de fourchette de salaire qui est de moins de 3 de revenus, pardon, qui doit être entre 1 et 2,6 peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc évidemment, ce que je veux dire, c'est que dans l'idée quand même, quand on travaille sur la transparence, quand on a des acteurs qui sont même partie prenante, alors le terme n'est peut-être pas idéal, Frédéric, mais en tout cas qui sont dans la gouvernance d'une certaine manière, qui ne sont pas uniquement sollicités, mais qui sont vraiment à un moment donné acteurs des projets, ça donne aussi une cohérence derrière, parce que si on a de la transparence sur les salaires, derrière, par exemple, on aura un effet, un impact évident d'une répartition plus forte des richesses entre personnes, et aussi, par conséquent, on aura plus d'attention à ce qu'on crée. Alors, je suis aussi d'accord, je crois que c'est Jonathan tout à l'heure qui l'évoquait, le fait que la question de l'utilité en tant que telle ou de l'environnement n'est pas inscrit dans les statuts SCOP, SIC, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça que j'exprimais vis-à-vis de Dominique le fait que c'était complémentaire. C'est-à-dire dans la réflexion actuelle autour des missions de l'entreprise, des raisons d'être et l'ESS tel qu'on le voit jusqu'à aujourd'hui, il me semble qu'il y a une forme de complémentarité, c'est-à-dire qu'on vient ajouter à une réflexion autour de la gouvernance, de la répartition des richesses, une idée d'utilité qui quasiment était un peu acquise, je pense que c'est un mauvais terme, mais en tout cas qui était entraînée par le fait que les acteurs avaient envie de faire quelque chose de bien, mais qui aujourd'hui pourrait être davantage remontée, pas seulement dans l'économie sociale, mais en général. Donc il me semble que les 4 piliers pourraient être intéressants, que l'économie sociale pourrait infuser pour aller au-delà dans l'économie, autour de ces 4 valeurs, c'est-à-dire les 3 historiques, plus cette idée de mission, quelque part. Merci beaucoup. Il nous reste 10 petites minutes, donc je vais peut-être vous laisser la parole chacun à vous, les intervenants, pour conclure un mot avec peut-être 2 thématiques qu'on n'a peut-être pas assez évoquées. On l'a évoqué, la prise en compte environnementale, comment, par qui et comment une entreprise peut prendre en compte ces notions-là, et également comment ces questions-là deviennent aujourd'hui importantes ou pas avec la crise inédite qu'on vit et comment elles y répondent. On va commencer par vous, Jonathan, pour répondre. Je crois que vous voulez aussi revenir sur la notion d'impact et comment notamment vous avez changé, vous êtes devenu votre structure, le mouvement des entrepreneurs sociaux à Impact France. Peut-être ça pourra répondre en partie des questions que j'ai posées. Je vous laisse la parole. Merci Justin. Oui, d'ailleurs, je pense que ça s'enchaîne très bien avec ce que venait de dire Laurence, puisque il y a justement cette notion d'impact qui monte beaucoup, dont beaucoup se réclament aujourd'hui, sans qu'on comprenne toujours bien ce que ça veut dire et quel en est le contenu.
Et il se trouve qu'au mouvement des entrepreneurs sociaux, mes successeurs à la présidence ont pris le pari de préempter cette notion, et en commençant par changer le nom du mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est devenu le mouvement Impact France. Et quand je dis préempter cette notion, c'est considérer que c'est probablement la notion qui va être la plus parlante, notamment pour les nouvelles générations, qui va l'emporter, et que du coup, il faut absolument s'en emparer et y mettre l'exigence qui est la nôtre, et en l'occurrence, c'est-à-dire celle de l'ESS. Et donc alors c'est pas seulement un changement de nom, on travaille depuis bientôt 2 ans à un outil qui s'appelle l'Impact Score, qui est un outil qui permet aux entreprises, quelles qu'elles soient, peu importe qu'elles soient ESS ou pas, de mesurer leur impact. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça s'adresse à toutes les entreprises, donc j'ai beaucoup distingué entre ce que je considère être les entreprises d'intérêt général et les autres depuis le début de mon intervention, mais ce que je veux dire en complément, c'est que pour moi, peu importe d'où on vient, ce qui est intéressant, c'est l'envie de progresser. Et donc il faut un chemin pour chacun, et il y a peut-être un phare qui est l'ESS, mais en tout cas, il y a un chemin pour toute entreprise d'où qu'elle vienne, et c'est précisément à quoi sert cet outil. Et son deuxième intérêt, c'est qu'il est précisément fondé sur les principes de l'ESS, puisqu'il y a 4 axes, que sont l'impact social, alors qu'on complète d'ailleurs, les principes de l'ESS qu'on complète, et ça répond à votre question sur l'environnement, c'est impact social, impact environnemental, partage des richesses et partage du pouvoir. Et on définit une entreprise à impact comme étant une entreprise qui, sur ces 4 axes, atteint des niveaux d'exigence suffisants. Donc on a tout un scoring, des critères qui prennent en compte la taille des entreprises, puisqu'on veut que ça s'adresse à toutes les entreprises. Par exemple, sur la limitation des écarts de rémunération, on considère qu'une entreprise à impact, si c'est une PME, eh bien, elle doit limiter les écarts de 1 à 10, mais si c'est une grande entreprise multinationale, avec plusieurs dizaines de milliers de salariés, ça peut monter jusqu'à 20, 25, ce qui aligne sur ce à quoi s'est astreint la puissance publique depuis 2012, et qui permet, grosso modo, d'être compétitif sur le marché des grands patrons, sans les payer exagérément pour des effets opportunistes. Donc on a tout un... Et ça, c'est valable sur les 4 axes. Donc il y a une réflexion qui est menée en fonction de la taille des entreprises. Et puis vous avez un indicateur cible, un indicateur intermédiaire, un indicateur plancher. Ce qui nous permet, au mouvement Impact France, à la fois d'avoir au cœur du réacteur ce qu'on appelle les entreprises à impact ou les entreprises sociales et écologiques, et qui correspondent grosso modo à l'agrément ESUS, et un collège qu'on appelle entreprises en transition, et qui réunit des entreprises, alors soit qui ont adopté une raison d'être, soit qui ont adopté, sont devenues sociétés à mission, soit il y a d'autres labels aussi, mais sont Bicorp, et bref, sont des entreprises dites classiques, mais qui sont dans une démarche, alors que nous on espère de transition, peut-être qu'elles n'ont pas prévu d'aller plus loin, mais en tout cas qui sont dans une démarche de transition vers une économie sociale et écologique, comme on l'entend traditionnellement dans l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, je pense qu'il faut arriver, et nous ici on est réunis aux Journées de l'économie autrement, il y a beaucoup de militants de l'ESS, et à mon avis, quand on est militant, il faut arriver à la fois à mettre en valeur des phares, des pionniers, des entreprises qui sont exemplaires, qui montrent le chemin, mais en même temps continuer de parler à tout le monde et d'essayer de convaincre partout. Et à la limite, plus on s'adresse à quelqu'un ou à une structure qui est éloignée de nos principes et de nos pratiques, plus quand on essaye pour le coup de la convaincre, de l'engager, on fait œuvre militante. Puisque ce qui compte, c'est précisément le progrès, voilà, qu'on peut provoquer ou opérer par notre engagement. Voilà, bon, j'ai débordé, hein, désolé. Merci beaucoup, Nathan. Je vais passer la parole à Dominique. Peut-être vous pouvez nous parler aussi comment la Maïf a répondu à la crise actuelle. Oui. Voilà, en quoi une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui essaye de servir l'intérêt général, qu'est-ce que ça fait la différence en temps de crise comme on connaît actuellement. Je vous demanderai d'être assez concis car il ne reste que 5 minutes.
d'une façon plus générale que la simple question de comment la Maïf a répondu à la crise, je crois, enfin, la conviction qu'on a, nous, hein, que l'on soit entreprise de l'économie sociale, entreprise à impact, entreprise à mission, labellisée X, Y ou Z, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un mouvement de fond dans les entreprises de se dire que aujourd'hui et encore plus demain, si on ne met pas véritablement au cœur de son activité, des préoccupations de nature sociale, de nature environnementale, écologique, qui conduiront de toute façon à la performance de l'entreprise. Plus l'entreprise développera une éthique dans son activité, plus demain elle sera performante. Et ça, je crois que c'est un mouvement inéluctable devant les urgences qui sont les nôtres, l'urgence sociale, les fractures de multiples natures, l'urgence écologique. C'est, je crois, un mouvement de fond. Aujourd'hui, il s'amorce. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont des atouts incontestables dans ce chemin-là. Le fait d'être entreprise à mission peut ajouter effectivement et ajoutera de toute façon des exigences positives, mais le mouvement, il est enclenché. C'est la conviction que l'on veut porter. Et je n'en dis pas plus parce que j'ai déjà été un petit peu long. Merci beaucoup Dominique. Je vais vous passer la parole. Frédéric, si vous avez un dernier mot sur tous ces sujets. Ouais, un mot, ça ne va pas être suffisant vu l'ampleur des sujets, mais je vais essayer de faire court. Peut-être 2 mots, si vous me permettez, avec mes deux casquettes. Et pour répondre un peu à la question que je vois qui est la plus votée sur les intérêts des investisseurs, ne risque-t-il pas de toujours prévaloir sur le reste? Et je voulais vous parler de cette proposition que fait la CFDT qui est d'une codétermination à la française, c'est-à-dire inspirée d'un modèle allemand, mais aussi d'un modèle qui existe dans plusieurs pays, il n'y a pas qu'en Allemagne, dans plusieurs pays d'Europe, qui est d'une plus grande participation des salariés à la gouvernance des entreprises. Et ça, c'est une façon un peu de rééquilibrer le pouvoir dans l'entreprise, de veiller à ce que ce ne soit pas l'intérêt des actionnaires qui prime toujours et qui est toujours le dernier mot, et je ne parle pas des entreprises de l'ESS encore une fois, mais plutôt des entreprises en général, des entreprises, sociétés anonymes et autres. Et du coup, voilà, il y a un certain nombre de raisons qui plaident pour ça. C'est une profonde attente des salariés. Ce serait une mise en cohérence avec les pays européens qui sont bien plus avancés que la France pour la plupart. Ce serait aussi un atout pour la pérennité des entreprises parce que les salariés sont intéressés à des enjeux de temps long par rapport à, je suis obligée de caricaturer terriblement, mais par rapport à des actionnaires qui peuvent avoir les yeux plus rivés sur le court terme. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose que la CFDT appelle de ses voeux depuis un certain temps. C'est un changement de mentalité qui prend du temps. Il y a eu une toute petite évolution avec la loi Pacte, mais vraiment à la marge. Mais voilà, il y a encore pas mal de chemin à faire pour rééquilibrer le pouvoir, pour rééquilibrer en fait travail et capital dans l'entreprise pour schématiser. Et la deuxième réponse, c'était à la question de que fait les effets de la crise sur l'engagement des entreprises. Et là, je vous réponds plus avec ma casquette de présidente de la plateforme RSE. Il y a un vrai risque de recul, peut-être encore plus pendant cette seconde vague que pendant la première, où il y avait encore un peu toute une effervescence autour du monde d'après, toutes ces tribunes qui ont fleuri au printemps et cet immense optimisme. Et là, on a l'impression que l'heure est plus au réalisme et un peu moins à cette écriture du monde d'après. Il
il y a un vrai risque que, au nom de l'urgence de la relance, on se dise que les engagements de l'entreprise pour l'écologie, que les engagements sociaux et sociétaux soient un peu relégués au second plan parce qu'il y a urgence. Et ça, c'est un vrai risque. Et donc, à la plateforme RSE, on s'est mis d'accord sur un texte qui n'est pas un texte fondamentalement qui dit des choses fondamentalement nouvelles, mais c'est un peu un rappel des fondamentaux en temps de crise que l'extra-financier, les engagements sociaux, les engagements sociétaux, les engagements environnementaux de l'entreprise sont aussi importants que les performances financières. Ça paraît peut-être bateau de le dire comme ça, mais on a mis autour de la table toutes les parties prenantes de la RSE, des ONG au patronat. Il y a une seule organisation qui n'était pas associée, mais c'est juste pour dire que voilà, on a réussi à affirmer ça ensemble. Et la force de notre texte, c'est pas forcément la nouveauté du propos, mais c'est de l'avoir pu le dire ensemble dans un moment un peu troublé. Voilà, je voulais finir comme ça. Merci beaucoup Frédéric. Et ce que vous disiez sur la codétermination et la loi Pacte, je rappelle que la loi Pacte a passé l'obligation d'avoir des administrateurs salariés dans les grands groupes à 2 personnes pour les conseils de plus de 9 personnes. Donc on est loin de la codétermination allemande qui est 50% dans les grands groupes. Je vous passe la parole, Laurence Ruffin, pour conclure rapidement, s'il vous plaît. Alors, moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une grande envie d'aller vers une conciliation entre l'intérêt général et l'entreprise. Et pour répondre à la question, moi, je dirais une entreprise doit être d'intérêt général, à la fois pour donner du sens aux personnes qui y contribuent, mais aussi parce que c'est une nécessité d'avancer dans ce sens. Alors, ce qu'on voit, c'est que la loi a avancé, a permis d'ouvrir finalement un volet de réflexion qui me semble être complémentaire en introduisant des questions autour de l'utilité et de l'environnement, qui me semble être complémentaire des réflexions qui avaient été amenées par l'économie sociale et solidaire, qui étaient insufflées alors, de différentes manières. Et je finirai sur une réflexion qui traverse en ce moment le mouvement coopératif, qui est de dire comment on peut insuffler finalement au-delà des coopératives, comment on peut travailler sur l'expérimentation dont on fait preuve les entreprises coopératives depuis plus de 100 ans et qui permettent de contribuer à l'intérêt général. Et on travaille autour de cette idée de citoyenneté économique qui permet d'insuffler sur 4 indicateurs, des indicateurs un peu précis qu'on pourrait utiliser au-delà du monde de l'économie sociale, qui tournent autour du coup de la gouvernance, des questions de bien-être, des questions de répartition de richesse et des questions d'impact au sens social et environnemental. Merci beaucoup. Jean-Pierre, je vous laisse le mot de la fin. Si vous en avez un. Quelle responsabilité sociale. 3 remarques. J'essaye de résister au pessimisme. Je suis d'accord qu'il y a une grande envie de voir l'entreprise porter plus et mieux l'intérêt général, mais premièrement, c'est aussi souvent à cause d'une mise sous pression par l'État. Se priver de moyens budgétaires, notamment pour la réalisation des missions de service public, forcément reporte une attente, notamment sur les entreprises de l'ESS, mais pas uniquement, parce qu'il faut bien pallier ce recul des services publics. Sur ce plan, d'ailleurs, j'aimerais plus de cohérence, parce que c'est vrai que la loi Pacte améliore la place des salariés dans le conseil d'administration, mais une loi précédente fait reculer la représentation et les moyens des salariés, donc les institutions représentatives du personnel, etc. Deuxièmement, une grande envie de voir l'entreprise porter mieux l'intérêt général, parce que le pouvoir de l'actionnaire reste malgré tout, c'est le pouvoir des acteurs financiers. Il ne faut surtout pas le limiter aux seuls actionnaires pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Donc, de ce point de vue-là, il faut des règles plus, un jeu d'acteurs plus fort pour avoir en tête l'enjeu de la justice sociale plutôt que l'intérêt général peut-être. C'est-à-dire que dans toute entreprise, dans toute organisation, ça va se jouer à la fois sur les rétributions, qu'est-ce que l'on obtient de l'activité, donc toutes les questions d'utilité sociale, de salaire, et donc le statut des us pour ça est effectivement un point de repère.
mais qui doit nous renvoyer aussi à la façon dont le capitalisme se joue ailleurs, je pense en Scandinavie, même si ça s'est beaucoup érodé, où il y a une limitation des écarts. Et puis, ce qu'on oublie souvent dans le capitalisme, on voit les inégalités de revenus, mais c'est la question de la reconnaissance sociale via les statuts. C'est-à-dire quels sont les droits et les devoirs attachés au statut de salarié, au statut de dirigeant, et là, je suis encore pas spécialement optimiste. Et puis le dernier point, toutes ces attentes ont effectivement produit beaucoup d'initiatives, privées, collectives, etc. Et donc on a vraiment besoin, une exigence d'y voir plus clair, d'avoir des critères vérifiables, parce qu'on aura des promoteurs tout à fait convaincants de la raison d'être, de l'impact score, des labels RSE qui n'existent pas encore d'ailleurs, de toutes ces initiatives. Et donc, justement, je participe, comme avec Frédéric, à ce groupe de travail de la plateforme RSE. Et si un point fait consensus, c'est précisément que tout ça sera, comment dire, dangereux, on pourrait le dire comme ça, s'il n'y a pas deux exigences. La première, d'évaluation, d'évaluabilité. Un, se doter de critères vérifiables, donc des objectifs quantitatifs, chiffrés, pour avoir des résultats, des impacts, avec des échéances. Sinon, on ne peut rien vérifier. Et donc le doute sera toujours permis. Et deux, effectivement, des procédures de vérification fiables. Voilà. C'est pour ça, bon, le débat ne faisait que commencer. Je ne suis pas spécialement enthousiaste sur Bicorp, par exemple, mais tout ça, peu importe le détail, en fait, hein, tout se joue dans les rapports de pouvoir entre les différentes parties prenantes, constituantes, le tout régulé par des règles publiques. Bah, ce sera l'occasion, j'espère, de poursuivre ce débat sur Bicorp et sur d'autres plus tard. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette table ronde numérique. Désolé, on n'a pas pu traiter toutes les questions. J'ai essayé d'en prendre une partie. A été évoqué aussi sur toutes ces questions le livre de Philippe Frémaux, qui c'est bien celui-là dont vous parlez, c'est La Nouvelle Alternative, enquête sur l'économie sociale et solidaire, qui traite une partie de ces questions-là. Ça date de 2011, mais ça n'a pas vieilli. Voilà. Donc demain, je rappelle qu'il y a encore les journées de l'économie autrement. Il y a encore plein de tables rondes, plein de conférences. Le tout est gratuit et c'est accessible. Et merci beaucoup à vous tous. Et je rappelle aussi, si ces questions-là vous intéressent, on essaie de les traiter quotidiennement sur Alter Echo. Et on a en ce moment une offre d'abonnement à 40 € pour un an. C'est pas cher et c'est pour nos 40 ans. Voilà, un peu de pub, ça fait... Si on ne veut pas le faire aux JA, on le fait nulle part. Et ben, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et les JA continuent demain. Et bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.